Il y a une vérité inconfortable que la plupart des gens préfèrent ignorer. Si votre calme dépend du fait que tout soit sous contrôle, vous avez déjà perdu. La plupart des gens vivent piégés dans le va-et-vient des circonstances, esclaves de réactions automatiques, accros à l'approbation et terrifiés à l'idée de perdre l'équilibre lorsque l'environnement cesse d'être prévisible. La culture actuelle vend le calme comme un état qui ne se produit que lorsque tout va bien. Mais cette paix est fragile, superficielle et toujours sur le point de se briser. Celui qui confond sérénité et passivité ne comprend pas que le vrai calme est une décision féroce, une posture de force intérieure qui se forge en affrontant le chaos de face et non en s'enfuyant. Ici, nous n'allons pas romantiser la souffrance, ni te promettre des formules magiques pour éteindre tes pensées inconfortables. La réalité est que tu as besoin de discipline, d'entraînement et d'un esprit prêt à accepter ce que tu ne peux pas changer. Le stoïcisme n'est pas pour les faibles ni pour ceux qui cherchent des excuses. C'est un mécanisme mental qui sépare l'essentiel de l'accessoire, qui t'oblige à cesser de mendier la validation et à regarder de front tes propres fractures internes. Le calme ne se négocie pas avec l'environnement, il se conquiert par la maîtrise personnelle. Personne ne peut te ravir ta paix si tu décides de la protéger avec détermination. Aujourd'hui, tu vas apprendre 8 façons concrètes de construire ce calme puissant et absolu, non pas pour devenir un spectateur passif, mais pour être quelqu'un qui décide comment répondre, même lorsque tout semble être au bord de l'effondrement. Le calme est ton plus grand outil de pouvoir. Le maintenir en toutes circonstances est la différence entre être maître de ta vie ou vivre à la merci de ce que tu ne peux pas contrôler. 1. Entraîne ton esprit chaque jour. Ton esprit ne va pas se renforcer tout seul. Personne ne va venir l'entraîner à ta place. Ce que tu ne pratiques pas s'atrophie, et la faiblesse mentale est la racine de presque toutes tes crises. Les gens s'attendent à ce que la tranquillité arrive comme une sorte de récompense automatique. Mais la vérité est que le calme authentique est un résultat, pas un cadeau. Si tu prétends te maîtriser seulement lorsque le monde te frappe, tu es déjà en retard. Tout le monde veut de la résistance, mais presque personne ne supporte le poids de la discipline quotidienne. Tu n'es pas spécial. Les excuses que tu répètes, c'est juste que je n'ai pas le temps aujourd'hui. C'est comme ça que je suis. Je commence demain. Sont les mêmes qui détruisent la volonté de millions. Il n'y a pas de progrès sans un entraînement conscient et constant. Chaque jour que tu remets à plus tard la maîtrise de ton esprit, tu l'abandonnes aux impulsions, à l'anxiété, aux habitudes toxiques qui te tirent vers le chaos. Tu ne peux pas exiger du calme lorsque tu ne l'as jamais cultivé avec de la sueur, de l'effort et de l'inconfort volontaire. L'esprit, tout comme le corps, répond à l'entraînement. Ce que tu répètes se renforce. Ce que tu évites devient une faiblesse chronique. Ta réaction automatique face au stress, à la colère ou à la frustration n'est pas un destin, c'est une conséquence de ton abandon quotidien. Si tu n'as jamais affronté le silence, si tu n'as jamais toléré l'inconfort sans chercher des distractions, si tu ne t'es jamais obligé à être présent, même lorsque tout ton système nerveux veut fuir ou exploser, alors tu n'as pas le droit de te dire fort. La maîtrise intérieure n'est pas une étiquette, c'est une dette payée par des renoncements et des décisions inconfortables. Le calme sans entraînement n'est qu'une façade. Entraîner l'esprit, c'est te défier chaque jour. Ne pas céder à la réaction immédiate, ne pas chercher le soulagement facile, ne pas te livrer à la validation des autres. Chaque fois que tu choisis la pause au lieu de l'impulsion, chaque fois que tu acceptes la réalité sans te plaindre, ni exiger qu'elle change pour te convenir, tu construis une base indestructible. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Cela nécessite une vigilance brutale sur tes pensées, une honnêteté inconfortable sur tes schémas, un rejet constant de l'auto-apitoiement. Celui qui cherche des excuses s'enterre vivant sous la médiocrité de ses propres limites. Ne te trompe pas. Chaque jour, tu entraînes quelque chose. Soit tu entraînes la discipline, soit tu entraînes la paresse, soit tu renforces ta capacité à choisir, soit tu renforces ton addiction à la facilité. Il n'y a pas de point neutre.
Si ton esprit s'effondre face à la première difficulté, ne blâme pas le monde, blâme ta routine. Entraîne-toi à supporter le poids de l'inconfort, à accepter le vide sans le remplir de bruit, à contrôler le flux interminable de pensées inutiles qui épuisent ton énergie. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, ta vie sera le reflet de ce désordre interne. Arrête d'attendre que le calme soit une conséquence de conditions idéales. Le calme est le résultat d'une guerre silencieuse contre tes propres mécanismes faibles. Il n'y a pas de raccourci, pas de truc secret, pas de gourou qui puisse le faire à ta place. Fais ce qui est inconfortable aujourd'hui ou tu paieras des intérêts de souffrance demain. Seuls ceux qui entraînent leur esprit chaque jour peuvent maintenir le calme lorsque tout s'effondre. La discipline mentale est plus forte que n'importe quelle crise. Si tu n'entraînes pas, tu te brises. Si tu t'entraînes, tu deviens incassable. 2. Maîtrisez votre réaction face au chaos. Un message inattendu, le trafic bloqué alors que vous êtes déjà en retard, une critique sans filtre au milieu d'une réunion. Le chaos arrive toujours de manière petite et précise, juste au moment où cela vous intéresse le moins. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un désastre monumental pour dérailler l'esprit. Il suffit de ce moment où quelque chose échappe à votre contrôle et vous sentez la tension s'installer dans votre corps, comment votre respiration se raccourcit et l'impulsion de réagir grandit à l'intérieur. Ce qui suit ne dépend pas du monde, mais des mécanismes que vous avez renforcés en silence ou de ceux que vous avez négligés pendant des années. Car face au chaos, la réaction n'est pas seulement une réponse automatique, c'est le reflet fidèle de l'entraînement ou de l'abandon que vous portez en vous. C'est ici que la plupart échouent. Ils se justifient en disant qu'ils n'ont pas pu l'éviter, comme si leurs émotions étaient étrangères, comme si la colère ou l'anxiété étaient des météorites impossibles à éviter. Mais la vérité inconfortable est que chaque décharge émotionnelle est un permis que vous vous accordez, une habitude que vous répétez parce qu'elle vous est familière, parce que céder aux premières impulsions vous épargne l'effort de vous analyser. Le chaos a la capacité de dénuder vos croyances les plus profondes. Quand tout semble aller bien, il est facile de croire que vous avez le contrôle. Quand les plans s'effondrent, il devient clair à quel point vous maîtrisez vos propres filtres mentaux. Pourquoi certains s'effondrent-ils et d'autres restent-ils fermes? Parce que la plupart vivent en pilote automatique, réagissant selon de vieux programmes, sans s'arrêter pour remettre en question d'où vient ce besoin d'avoir toujours raison, cet élan à défendre leur ego ou cette urgence à blâmer quelqu'un d'autre. L'esprit ne fait pas de distinction entre le chaos externe et interne si vous ne l'avez jamais entraîné à le faire. Si vous réagissez avec colère, avec plainte, avec drame, ce n'est pas parce que l'environnement est trop hostile, mais parce que votre seuil de tolérance est bas et votre discipline mentale est fragile. C'est là que se joue la véritable bataille, non pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous choisissez de l'interpréter et de répondre. Vous n'avez pas à devenir une machine froide, mais vous devez vous interroger sur le fait que votre réaction vous renforce ou vous affaiblit. Chaque fois que vous perdez le contrôle, vous renforcez l'idée que vous êtes une victime des circonstances. Chaque fois que vous choisissez le calme, vous vous rappelez que vous pouvez vous maîtriser même quand tout semble vous pousser à la limite. Maîtriser votre réaction face au chaos est avant tout un acte d'honnêteté brutale envers vous-même. Il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne vous affecte, mais de reconnaître le point exact où l'émotion surgit et de décider de ne pas vous laisser emporter par elle. Le premier élan est souvent le plus bruyant, mais il est rarement le plus sage. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Acceptez que vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais que vous pouvez contrôler votre réponse. Cela exige une vigilance constante sur vos pensées, une sorte de filtre interne qui vous oblige à distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est important, entre ce qui nécessite une réponse et ce qui cherche seulement à alimenter votre ego blessé. Plus vous vous entraînez, moins vous êtes réactif. Vous n'êtes pas obligé de réagir immédiatement. La pause est votre outil le plus puissant. Décidez de ne pas être esclave de vos impulsions. Faites de la pause une habitude, pas une exception. Vous êtes autant ce que vous choisissez de tolérer que ce que vous ne permettez pas dans votre esprit.
Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas vous laisser enlever par elle. Lorsque vous maîtrisez votre réaction, le chaos perd sa capacité à vous définir. La véritable force est maîtrise, pas explosion. La paix se construit dans la seconde de doute avant de répondre. 3. Sépare ta valeur de la validation externe. Je te l'avoue, pendant des années, j'ai été accro à une drogue invisible. Ce n'était pas une substance, c'était quelque chose de bien plus subtil et de ce fait, plus difficile à abandonner. Je parle du poids constant de la recherche d'approbation, de ce besoin insatiable que le monde me dise que je faisais les choses correctement, que j'avais de la valeur, que j'étais suffisant. Le problème, c'est que ce mécanisme s'installe silencieusement. Il commence par de petits gestes, par le désir d'un regard, par l'attente d'un message, par la recherche désespérée d'applaudissements ou au moins d'un signe que tu existes pour les autres. Ce qui est dangereux, c'est qu'une fois que tu cèdes ce contrôle, tu deviens un otage. La validation externe te donne un soulagement momentané, mais en même temps, elle te fragilise. C'est une dette émotionnelle que tu ne termines jamais de rembourser. Chaque fois que tu liais ta valeur à ce que les autres pensent, tu renforçais l'idée que tu as besoin de permission pour te sentir en sécurité, pour te sentir en paix avec toi-même. En décomposant cela, la racine est simple mais brutale. Tu entraînes ton esprit à dépendre. Lorsque ton estime de soi fluctue selon le jugement ou l'indifférence des autres, le sol sous tes pieds n'est jamais ferme. Les éloges deviennent ton carburant et la critique, une condamnation. Analyse comment fonctionnent tes pensées. Tu calcules tes mots pour plaire. Tu filtres ton comportement par peur du rejet. Tu ajustes tes opinions pour t'intégrer, même si cela te coûte un peu de te trahir. Ce qui semble être une adaptation est en réalité une autocensure constante. Ce n'est pas de la flexibilité, c'est de la peur déguisée en diplomatie. Ainsi, tu remets ta tranquillité à la volatilité des opinions des autres. Tu ne peux pas construire le calme sur des fondations qui ne te sont pas propres. Au fond, la validation externe est un piège mental qui te vole ton pouvoir. Lorsque tu en dépends, ta tranquillité devient fragile. Il suffit d'une critique, d'une omission ou d'un commentaire ambigu pour que tes certitudes s'effondrent. C'est ce mécanisme qui soutient l'anxiété sociale, l'insécurité chronique et la sensation d'être toujours en dette envers l'environnement. Chaque fois que tu permets à un regard ou à un mot de déterminer ton état intérieur, tu renforces un schéma d'esclavage émotionnel. Ce n'est pas une exagération, c'est une mathématique psychologique. Si ta valeur dépend de variables hors de ton contrôle, tu n'auras jamais de contrôle réel sur ton esprit ni sur ton calme. L'alternative est inconfortable, mais c'est la seule qui vaille. Séparer ta valeur de la validation externe exige une rupture avec cet entraînement automatique. C'est un processus inconfortable car cela implique de décevoir, de déranger ou même de perdre l'approbation de ceux qui t'entourent. Mais voici la vérité simple. Tu es libre seulement lorsque tu n'as plus besoin des applaudissements de quiconque. Si ton estime repose sur l'intérieur, aucune critique ne peut te fracturer. Ce que pensent les autres est une donnée, pas un jugement. Tu n'es pas ta réputation, tu n'es pas le reflet des attentes des autres. Ta tranquillité est un investissement interne et délibéré, pas un prêt que le monde peut révoquer à sa guise. Mettre cela en pratique quotidienne nécessite un filtre mental impitoyable. Chaque fois que tu ressens l'urgence de chercher reconnaissance, arrête-toi et demande-toi si ce besoin renforce ou affaiblit ton caractère. La reconnaissance authentique ne doit jamais être le moteur, seulement une conséquence. Si ta mission est de plaire, ta vie sera une chaîne de concessions. Si ta mission est d'être intègre, le véritable calme sera à toi-même au milieu du rejet ou de l'indifférence. Personne ne peut te donner ce que tu ne cultives pas à l'intérieur. L'approbation qui compte est celle qui résiste au silence et à la solitude. La véritable liberté commence le jour où tu cesses de demander la permission d'être toi-même. 4. Affronte l'inconfort sans résistance. Tu traverses une rue sous le soleil de midi et l'asphalte semble fondre sous tes pieds.
L'air est dense, chaque pas pèse le double, les vêtements collent à la peau et la sueur te brûle les yeux. Tu pourrais chercher de l'ombre, tu pourrais faire demi-tour et remettre ton destin à plus tard, mais tu choisis d'avancer, ressentant chaque inconfort avec une brutalité claire. Il n'y a pas de raccourci, pas de refuge, juste le chemin et la certitude que l'inconfort ne disparaîtra pas parce que tu l'ignores. C'est ainsi que fonctionne l'esprit face à l'inconfort. La réaction automatique est de fuir, de se distraire, d'amortir. Mais seulement lorsque tu choisis de traverser cette chaleur mentale, sans chercher un soulagement immédiat, tu commences à entraîner la véritable résistance. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le maître que tu n'as jamais demandé, mais dont tu as le plus besoin. La plupart des gens passent leur vie à construire des routines pour éviter tout contact avec l'inconfort. Ils s'entourent d'amortisseurs, le téléphone, la nourriture, la conversation superficielle, tout ce qui peut masquer le poids d'exister sans distraction. Le résultat est une vie anesthésiée où chaque petit désagrément se transforme en crise. Mais l'inconfort a une valeur cachée. C'est l'espace où les fractures du caractère deviennent visibles. Et tu peux, si tu es brutalement honnête, commencer à les réparer. Observe ton corps lorsque tu fais face à l'inconfort. Les épaules se tendent, la mâchoire se serre, le regard cherche une échappatoire. C'est un théâtre physique de l'esprit qui résiste à ce qu'il n'aime pas. Mais cette résistance est précisément la racine de l'anxiété et de la souffrance. Plus tu te bats contre l'inévitable, plus tu t'épuises et moins tu apprends. L'inconfort, accepté sans résistance, devient un outil de transformation. Il ne s'agit pas de chercher la douleur pour la douleur, ni de glorifier la souffrance inutile, mais de comprendre que la véritable sérénité n'apparaît que lorsque tu cesses de négocier avec la réalité. Chaque fois que tu choisis de t'asseoir avec l'inconfort, sans rien altérer, sans exiger qu'il change, ton esprit apprend qu'il peut supporter le poids sans se briser. C'est à cet instant, lorsque tu continues à respirer lentement, malgré l'urgence de fuir, que la maîtrise intérieure commence à s'installer. Le véritable entraînement se produit lorsque tu décides de rester un peu plus longtemps dans l'inconfort. Ne pas fuir une conversation difficile, tenir ces secondes supplémentaires dans le froid ou dans le silence, supporter le désir d'interrompre le vide avec des distractions. C'est là que se renforce le muscle du calme. Ne sous-estime jamais le pouvoir de résister sans te durcir. L'inconfort accepté sans lutte se transforme en clarté. Les émotions cessent d'être des menaces et deviennent des données que tu peux observer sans peur. Si ton premier instinct est d'éliminer l'inconfort, ta vie sera dictée par l'évasion. Mais si tu peux être présent au milieu du malaise, sans chercher d'excuses ni d'anesthésie, tu deviens une personne qui ne se brise pas face à l'inattendu. Le calme, c'est rester là où les autres fuient. La tranquillité, c'est accepter la chaleur de l'asphalte sans fantasmer sur l'ombre. L'inconfort est le maître silencieux de la maîtrise personnelle. Ne demande pas à la vie d'être facile. Entraîne-toi à devenir quelqu'un d'impossible à briser. 5. Pratiquer la pleine conscience à chaque instant. La pleine conscience n'est pas une mode, c'est le seuil entre être maître de son esprit ou esclave de ses habitudes. Chaque fois que vous vous laissez distraire, chaque fois que vous vous perdez dans des pensées automatiques, vous offrez des minutes de votre vie au néant. Voulez-vous savoir pourquoi vous vous sentez anxieux? Pourquoi le calme vous échappe? Parce que vous vivez en pilote automatique, piégé dans des boucles de souvenirs inutiles et d'anticipation qui ne se réalisent jamais. Il n'y a pas d'excuse. L'attention est une capacité que vous décidez d'entraîner ou de laisser pourrir. Arrêtez de répéter que vous ne pouvez pas l'éviter, que c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. C'est de l'auto-tromperie. Ce que vous appelez distraction constante n'est que de la paresse mentale déguisée en normalité. L'esprit inattentif est un terreau fertile pour le chaos. Chaque fois que vous laissez vos pensées vagabonder sans contrôle, vous ouvrez la porte à l'anxiété, à l'irritation et à la fatigue. Vous vous trompez en croyant que vous pouvez faire 1000 choses à la fois, mais vous ne parvenez qu'à fragmenter votre énergie et à affaiblir votre volonté.
Personne ne devient fort en vivant dans la dispersion. La pleine conscience est la discipline inconfortable d'être ici, de résister à la tentation de fuir vers des fantasmes ou des préoccupations. C'est regarder en face ce qui se passe, sans filtre, sans anesthésie, sans manipuler la réalité pour qu'elle corresponde à vos désirs. Il ne s'agit pas de devenir un robot, ni de forcer l'esprit à être vide, mais de prendre le contrôle brutal de ce que vous laissez entrer et de ce que vous décidez d'alimenter avec votre attention. L'auto-tromperie la plus courante est de croire que la pleine conscience est une pratique réservée à des moments spéciaux, lorsque vous méditez ou lorsque tout est silencieux. Mensonge. L'entraînement réel se déroule au milieu de la circulation, au bureau, dans le bruit et l'inconfort. Vous vous entraînez maintenant ou jamais. Si vous ne pouvez pas être présent en lavant la vaisselle, vous ne le serez pas non plus lorsque la vie exigera de vous de la fermeté. L'esprit indiscipliné se cache derrière des excuses. Je n'ai pas le temps. Je me laisse facilement distraire. C'est comme ça que je suis. Ce sont des phrases de défaite, non de quelqu'un qui veut maîtriser son destin. La pleine conscience est une décision que l'on prend à chaque geste, à chaque mot, à chaque pensée que vous choisissez de ne pas suivre. Voici une vérité qui dérange. Si vous ne contrôlez pas votre attention, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Le monde est conçu pour capturer votre esprit, le programmer avec des stimuli et des notifications, vous vendre l'illusion que vous pouvez vous fragmenter sans conséquence. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes complice. Chaque fois que vous cédez à l'impulsion de vérifier votre téléphone, d'interrompre le présent avec une préoccupation, vous renforcez le muscle de la déconnexion. Le coût est élevé. Un esprit qui ne sait pas être ici est un esprit faible, vulnérable et manipulable. La pleine conscience est l'outil le plus sous-estimé et le plus puissant du contrôle personnel. Prenez vos responsabilités. Le calme que vous recherchez commence au moment où vous choisissez d'être présent. Le passé n'existe plus, le futur est un pari. Vous n'avez que la brutalité de l'instant présent. La pleine conscience n'est pas une technique, c'est une déclaration de guerre contre la dispersion chronique. Ne vous définissez pas par l'esprit automatique que vous avez hérité. Entraînez le muscle de la présence jusqu'à ce qu'il devienne votre état naturel. Arrêtez de chercher des échappatoires. Confrontez le moment avec toute votre présence. L'esprit concentré est invulnérable. La pleine conscience est pouvoir en état pur. 6. Utilisez le silence comme outil de pouvoir. Le silence n'a jamais été un refuge confortable. C'est un outil de pouvoir que la plupart sous-estiment parce qu'ils en ont peur. Le bruit constant, tant externe qu'interne, est devenu la norme parce que l'esprit faible ne supporte pas de se confronter à lui-même sans distraction. Lorsque vous êtes incapable de tolérer le silence, vous montrez que votre calme dépend de l'anesthésie et non de la maîtrise. L'inconfort du silence est qu'il vous confronte à vos mécanismes les plus primitifs. L'urgence de parler pour combler les vides, le besoin d'expliquer tout, l'impulsion de réagir à tout stimulus. Mais c'est là, dans cette pause inconfortable, que surgit la véritable force. Celui qui apprend à habiter le silence découvre qu'il n'a pas besoin de répondre à tout, qu'il n'y a aucune obligation de justifier chaque émotion, ni de participer à tous les jeux de validation des autres. Le silence n'est pas absence ni passivité, c'est une décision consciente de ne pas alimenter l'inutile. Chaque fois que vous choisissez de vous taire alors que vous pourriez vous défendre ou impressionner, chaque fois que vous filtrez ce que vous pensez avant de l'offrir au monde, vous entraînez un muscle mental que la plupart ne développent jamais. Le silence est un filtre brutal. Il laisse passer l'essentiel, retient l'impulsif, dénude ce qui compte vraiment. Et c'est ici que le conflit interne apparaît. L'esprit réagit parce qu'il déteste le vide, parce que dans le silence remontent les doutes, les insécurités, les comptes à régler avec vous-même. Vous ne recherchez pas le bruit par plaisir, mais parce que le silence vous confronte à ce que vous ne voulez pas voir. L'addiction à parler, à vous justifier, à remplir chaque instant de mots ou de stimuli, n'est qu'un masque pour éviter de regarder en face ce qui se cache derrière la façade.
Utiliser le silence comme outil de pouvoir exige une honnêteté inconfortable. C'est accepter que tout ce que vous pensez ne mérite pas d'être exprimé, que toute émotion n'a pas besoin d'être partagée, que votre valeur ne se mesure pas à la quantité d'opinions que vous jetez au monde. Observez votre impulsion à interrompre, à expliquer, à participer à des discussions inutiles. Là se cache la peur, l'insécurité, une dette émotionnelle que vous essayez de régler avec des mots. Mais chaque fois que vous choisissez le silence délibéré, vous désaccoutumez votre esprit au vice de la réactivité. Vous lui montrez qu'il peut supporter l'inconfort de ne pas avoir le dernier mot, et que votre paix ne dépend pas de contrôler la narration externe. Il y a un pouvoir réel dans la pause. L'esprit qui se retient gagne. Le mot que vous ne lancez pas vous épargne des conséquences. Le silence n'est pas vide, c'est contrôle. Entraîner ce niveau de discipline commence par le petit. Ne pas répondre à l'impulsion de se défendre immédiatement. Ne pas remplir les conversations d'explications inutiles. Ne pas toujours chercher le dernier mot. C'est un exercice de résistance psychologique. Supporter la pression interne de vouloir intervenir. Et, au contraire, maintenir la posture ferme de celui qui sait que le silence communique aussi. Parce que se taire n'est pas se museler, c'est choisir quand et comment agir, depuis la maîtrise et non depuis l'automatique. Le silence inconfortable est l'espace où l'esprit apprend à ne pas être esclave des impulsions. Le calme puissant se cultive dans cet espace entre stimulus et réponse, où seul celui qui supporte le silence peut observer la véritable origine de ses réactions. Si vous n'êtes pas capable d'être en silence avec vous-même, vous serez vulnérable à toute provocation, à toute critique, à tout bruit externe. Le silence est la preuve ultime que l'esprit est entraîné à ne pas céder le contrôle. Maîtrisez le silence et vous maîtriserez la conversation interne. L'esprit fort ne craint pas le vide. Il l'habite et le transforme en pouvoir. 7. Priorisez l'essentiel plutôt que le passager. Vous ouvrez l'application de messages et voyez des dizaines de notifications, la plupart sans importance, certaines urgentes seulement en apparence. Pendant que vous répondez, un appel entre et vous oblige à traiter un problème qui ne vous appartient pas. Le café refroidit pendant que vous naviguez entre les courriels et qu'un réseau social vous lance la dernière tendance, vous poussant à penser que vous devez tout savoir, donner votre avis sur tout, être partout. Mais sous cette avalanche de stimuli, la sensation d'oppression et de vide grandit. Chaque petite interruption vous éloigne de ce qui compte vraiment. Voici comment fonctionne le mécanisme. L'essentiel est écrasé sous la tyrannie du passager et l'esprit devient esclave de l'immédiat. Voici le plus grand ennemi du calme, l'incapacité de filtrer, de décider avec une brutalité honnête ce qui mérite votre énergie et ce qui ne fait que la consommer. La plupart des gens vivent piégés dans le mirage de l'urgence. Ils confondent activité et but, réaction et avancée. La journée s'écoule dans des tâches qui ne font qu'alimenter l'anxiété d'être occupé, mais qui construisent rarement quelque chose qui dure. L'esprit indiscipliné se laisse entraîner par la dernière nouveauté, perdant de vue ce qui soutient réellement la vie. Des relations solides, la santé mentale, des projets qui vous transforment, des valeurs qui ne changent pas avec le climat social. Le prix de cette dispersion est élevé. Vous finissez fatigué, insatisfait, et pire encore, avec la sensation d'avoir perdu le contrôle sur votre propre existence. Si vous ne décidez pas de l'essentiel, le monde le décidera pour vous, et son critère sera toujours votre faiblesse, pas votre force. La racine du problème est mentale, pas logistique. Le désordre extérieur est le reflet de la confusion intérieure, ne pas savoir distinguer le permanent de l'éphémère, le précieux du trivial. Sans ce filtre, tout stimulus est un ordre et toute urgence extérieure devient votre priorité. Entraîner l'esprit à prioriser est un acte de rébellion contre la médiocrité. C'est se poser avec froideur, cela contribue-t-il à mon but ou ne fait-il que remplir le vide du moment? La plupart évitent cette question car elle exige des renoncements inconfortables.
dire non à ce qui est populaire, mettre des limites là où il n'y avait auparavant que complaisance, accepter que le temps est un compte à rebours. Celui qui ne priorise pas se disperse. Celui qui se disperse perd toute capacité de maîtrise. Lorsque vous avez clairement défini l'essentiel, la sérénité devient automatique. Vous n'avez plus besoin de dépenser de l'énergie à vous justifier ni à poursuivre ce qui ne vous concerne pas. L'esprit entraîné à l'essentiel supporte le passage des modes, des crises et des changements d'environnement sans perdre son axe. Voici la phrase emblématique: l'urgent est un voleur déguisé en importance. Chaque fois que vous choisissez l'essentiel plutôt que le passager, vous renforcez le muscle de l'autocontrôle et vous vous rapprochez du calme inébranlable. La discipline ne réside pas dans le fait de faire plus, mais dans l'ignorance de ce qui n'apporte rien. Voici la stratégie que peu osent appliquer. Filtrer sans pitié, refuser l'accès à ce qui ne renforce pas, supporter l'inconfort de rester en dehors de la conversation superficielle. Il ne s'agit pas de vous isoler, mais de choisir avec une précision chirurgicale où vous mettez votre attention, votre temps et votre énergie. Lorsque vous faites de l'essentiel votre centre de gravité, tout le reste perd son pouvoir sur vous. La vie s'éclaircit et le chaos devient juste du bruit de fond. Le calme est le résultat naturel de la priorisation de ce qui définit votre caractère et de laisser mourir ce qui n'a jamais été indispensable. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez décider de ce qui pèse et de ce que vous lâchez. L'esprit fort est sélectif. Il choisit ce qui reste, lâche ce qui passe. 8. Fais du calme un choix conscient. Je confesse que pendant longtemps, ma réaction face à tout bouleversement était un tremblement intérieur difficile à dissimuler, même si à l'extérieur, je feignais une contenance que je ne ressentais pas. Un message inattendu, une nouvelle qui perturbait mes plans, le ton inconfortable d'une conversation suffisaient à ce que ma mâchoire se tende et qu'un léger tremblement s'installe dans mes mains. Je devenais spectateur de mon propre corps, remarquant le pouls accéléré, les pensées débridées et cette urgence enfantine que tout revienne sous contrôle. À ces moments-là, le mot « calme » me semblait un luxe étranger, un état réservé aux gens avec moins d'exigences ou de problèmes. Je me trompais en pensant que la tranquillité était une conséquence et non une décision. Mais la réalité est que chaque geste, chaque respiration superficielle, chaque regard nerveux était la preuve exacte que j'avais choisi, même par omission, de ne pas maintenir le calme. Maintenant, je vois avec une clarté presque brutale que le calme n'arrive ni par accident, ni par génétique. C'est un choix inconfortable, fait au moment précis où tout en toi veut répondre au vieux schéma, serrer les dents, élever le ton, chercher des coupables ou fuir. Le corps envoie des signaux, les épaules se haussent, la voix tremble légèrement ou se durcit, la respiration devient courte et saccadée. C'est là, dans cette seconde où l'on ressent le poids de l'inconfort, que tu as l'opportunité de choisir. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'auto-assistance vide. C'est un acte conscient. Tu détends la mâchoire, tu expires plus lentement, tu observes l'impulsion de réagir et tu décides de ne pas céder. Le calme est un muscle qui s'active sous pression. La plupart attendent de ressentir la paix pour agir avec maîtrise. La vérité est que tu agis d'abord avec maîtrise, et c'est ainsi que le calme apparaît. Choisir le calme ne signifie pas nier ce qui te dérange, ni abandonner la fermeté. C'est regarder en face ce qui se passe, sans dramatiser ni minimiser, et décider que tu ne vas pas offrir ton énergie à ce que tu ne peux pas contrôler. C'est un processus qui se ressent sur la peau. Quand tout en toi veut discuter, tu choisis d'écouter et de soutenir le regard, même si à l'intérieur, la tension brûle comme un feu lent. Quand le monde te pousse à l'urgence, tu choisis de te déplacer plus lentement, répondant avec clarté et économie de mots. C'est inconfortable, oui. L'inconfort est le prix du calme conscient. Mais ce prix est toujours inférieur à celui de perdre le contrôle et de regretter ensuite l'épuisement émotionnel. Le quotidien est rempli de petites épreuves. La file qui avance plus lentement, la critique déguisée en conseil, l'erreur personnelle qui te laisse exposer.
Si tu t'observes, tu verras comment le corps veut toujours devancer l'esprit, cherchant la sortie la plus rapide. Mais ce même corps peut être ton ancre si tu lui apprends, par des actes concrets et répétés, que le calme ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la décision interne de ne pas réagir aux premières impulsions. La maîtrise commence par une pause. Cette pause n'est pas une faiblesse. C'est le signe que tu as cessé d'être esclave de tes mécanismes automatiques. Personne ne choisira le calme pour toi. Personne ne va t'installer un bouton de sérénité qui fonctionne sous pression. C'est ton travail, chaque jour, de faire face à l'inconfort et de décider que ta paix n'est pas à vendre. Rends-le visible, respire plus profondément, ralentis le rythme de tes gestes, contrôle le regard et la posture même quand à l'intérieur, il y a tempête. Ne cherche pas à paraître calme, sois-le, même si c'est difficile. Transformer le calme en un choix conscient est le plus grand acte de rébellion dans un monde qui glorifie la réaction et le drame. Choisis le calme, même si cela fait mal. Ce n'est qu'ainsi, avec chaque petite décision, que tu deviens le maître absolu de ton état intérieur. Il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. La plupart du temps, la vie ne se laisse pas apprivoiser par ta volonté. Tu peux dépenser la moitié de ton énergie à lutter contre ce que tu ne comprends pas, à forcer des situations, à serrer les poings dans une tentative désespérée de contrôler chaque détail. Et pourtant, tout ce que tu obtiens, c'est de l'épuisement et un vide difficile à combler. On nous a éduqués à croire que la précipitation, l'effort incessant et le contrôle absolu sont synonymes de succès, mais cette formule ne produit que de l'anxiété chronique, de la frustration et une déconnexion brutale avec ce qui compte vraiment. Lorsque l'esprit s'enferme dans l'obsession du résultat, il perd la capacité de voir les opportunités, de recevoir le bon et de reconnaître la valeur du repos. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est un entraînement quotidien. Apprendre à distinguer ce que tu peux gérer de ce qui ne fait que t'épuiser, à lâcher le poids inutile et à cultiver un calme qui n'est pas une faiblesse, mais un véritable pouvoir. Il y a une leçon qui doit rester gravée dans la mémoire. Plus tu désespères, plus ce que tu cherches s'éloigne. Le coût psychologique de ne pas lâcher prise est extrêmement élevé, et de nombreuses portes ne s'ouvrent que lorsque tu cesses de les pousser. Se détendre n'est pas abandonner. C'est un acte conscient de confiance et de stratégie. Si tu veux attirer ce qui en vaut la peine, tu dois d'abord apprendre à cesser de forcer ce qui ne coule pas. Le calme est ton atout caché. 1. Arrête de forcer ce qui ne coule pas. La réalité est celle-ci. Plus tu t'acharnes à forcer quelque chose qui ne coule pas, plus tu t'enfonces dans une sorte de dette émotionnelle qui ne se rembourse jamais. Insister, presser, essayer de contrôler chaque variable ne te rend pas fort. Cela t'enferme dans un schéma d'épuisement constant. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la peur déguisée en effort. On nous a vendu l'idée que celui qui ne renonce jamais, celui qui insiste jusqu'à se briser, est celui qui réussit le plus. Mensonge. Forcer ce qui n'avance que multiplie ton anxiété, te rend de moins en moins efficace et te rend aveugle aux meilleures options que tu ne vois même pas, parce que tu as les yeux fixés sur une seule porte fermée. Celui qui ne sait pas lâcher prise finit par porter un poids inutile, investissant de l'énergie dans des batailles qui ne lui appartiennent pas, s'épuisant par fierté ou par incapacité à admettre qu'une situation ne fonctionne plus. Arrête de te justifier avec des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « la vie est dure », car cette histoire ne sert qu'à éviter le véritable travail. Celui d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et de le lâcher. Le stress chronique auquel tu t'accroches n'est pas une vertu, c'est une fracture dans ton caractère qui devient de plus en plus grande chaque fois que tu insistes pour avoir le contrôle total. L'anxiété que tu ressens est la facture que tu paies pour ne pas vouloir faire confiance au processus naturel des choses. Ne confonds pas persistance avec obsession, ni effort avec stupidité. Il y a une différence énorme.
Nous vivons dans une culture qui idolâtre le travail sans relâche, la productivité à tout prix, comme si cela était synonyme de valeur personnelle. Mais la réalité est que beaucoup de cette précipitation n'est que peur de rester en arrière ou de ne pas valoir assez. Et cette peur est le pire filtre. Elle déforme tout ce que tu vois, te fait interpréter chaque obstacle comme une menace et chaque pause comme une défaite. La sérénité n'est pas passivité, c'est un muscle qui s'entraîne chaque fois que tu choisis de ne pas réagir par impulsion et de ne pas te laisser emporter par l'urgence. Lorsque tu réussis à lâcher le contrôle et à cesser de forcer, ton énergie change immédiatement, et cela se perçoit chez les autres, et tu le ressens toi-même. Car rien ne s'éloigne plus que ce que tu veux retenir de manière obsessionnelle. Apprends à lire les signes. Quand une porte ne s'ouvre pas après avoir essayé avec intelligence et calme, arrêter de pousser n'est pas une reddition, c'est de la maturité. Tout ce que tu désires ne te convient pas, et tout ce qui résiste ne mérite pas ton combat. Le véritable avancement vient du calme, du lâcher-prise, de la confiance, que ce qui est pour toi arrive quand tu cesses de forcer et commences à couler. Tu n'es pas plus fort en insistant sans sens. Tu es plus sage quand tu sais quand t'arrêter. L'anxiété n'est pas une stratégie, c'est un auto-sabotage. Si tu veux attirer le bien-être et les opportunités, commence par lâcher ce qui ne coule pas. Le calme est ta plus grande arme. 2. Le calme est ta plus grande force. Le téléphone vibre sur la table pendant que tu manges, et bien que tu saches qu'il n'y a rien d'urgent, ta main réagit avant ta conscience. Tu sens la mâchoire serrée, l'épaule rigide, la respiration plus courte. Entre une tâche et l'autre, l'esprit ne s'éteint jamais vraiment. Il est toujours en train de calculer, d'anticiper, de passer en revue des choses à faire qui ne finissent jamais. C'est ainsi que s'installe l'habitude de l'attention. C'est un mécanisme automatique dans lequel tu restes en alerte, comme si relâcher ce contrôle était un risque réel, comme si baisser la garde te coûterait cher. Mais sous cette hyperactivité se cache une peur silencieuse. La croyance que si ce n'est pas toi qui soutiens tout, quelque chose va s'effondrer, et alors tu te retrouveras exposé, vulnérable, insuffisant. Le problème est que ce mode de vie te vole ta présence et épuise ton énergie jusqu'à ce que tu ne remarques même plus ce qui perd son sens et ce qui compte vraiment. Le calme, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas l'absence de problème ni un idéal lointain. C'est une décision constante, un ajustement intérieur. C'est la capacité de reconnaître l'impulsion de réagir, d'accélérer, et de choisir consciemment de ne pas le faire. Ce n'est pas de la passivité ni de l'indifférence, mais une forme d'autorité sur ton propre système nerveux. Tu cesses d'être otage des stimuli extérieurs et commences à répondre depuis une base plus solide, moins réactive. C'est ici que la philosophie stoïque met l'accent. La véritable force ne se mesure pas à la quantité de choses que tu peux contrôler à l'extérieur, mais au degré de maîtrise que tu as sur tes réponses. Un muscle qui s'entraîne lorsque tu décides de ne pas nourrir l'urgence, lorsque tu te donnes la permission de respirer avant d'agir. Le conflit surgit lorsque ton esprit te vend l'idée que seule la précipitation et le contrôle garantissent des résultats. Mais demande-toi honnêtement, combien de fois cette anxiété t'a-t-elle vraiment donné de la clarté? Normalement, elle ne fait que brouiller le jugement, fragmenter l'attention et te faire perdre des opportunités par épuisement. Le calme, en revanche, est la base à partir de laquelle tu peux observer sans distorsion, distinguer l'essentiel de l'accessoire et agir avec moins d'épuisement mais plus d'efficacité. Lorsque tu lâches la nécessité de tout serrer, tu laisses de l'espace pour que les choses se réorganisent sans ton intervention obsessive. Ce qui est paradoxal, c'est que ce que tu cherches le plus arrive lorsque tu cesses de le poursuivre avec désespoir. Le calme n'est pas de la résignation, c'est une confiance active. La sérénité ouvre des portes que l'anxiété ferme. Tu n'as pas besoin de prouver ta force en poursuivant sans relâche chaque résultat. La véritable autorité est interne et elle se manifeste chez ceux qui peuvent être au milieu du chaos et pourtant ne pas perdre leur centre. Celui qui maîtrise le calme maîtrise sa vie. 3.
Le contrôle interne surpasse le contrôle externe. Je vais confesser quelque chose d'inconfortable. Parfois, je me surprends à être piégé dans une sorte de paranoïa silencieuse, comme si toutes les variables de ma vie dépendaient uniquement de ma capacité à anticiper et à contrôler chaque micro-détail. Ce n'est pas une posture héroïque, ni une stratégie brillante. C'est plutôt une réaction automatique qui surgit de la peur de perdre du terrain, d'être exposé si les choses ne se passent pas comme elles devraient. Je reconnais qu'à ces moments-là, je deviens mon propre geôlier. Chaque tentative d'étendre le contrôle vers l'extérieur finit par se transformer en une cellule plus étroite à l'intérieur. Il y a une logique perverse qui opère là, difficile à voir. Nous pensons que si nous serrons suffisamment notre environnement, si nous accumulons des plans, des réponses et des explications, nous atteignons la sécurité. Mais le résultat est exactement l'inverse. L'inquiétude grandit, l'énergie se fragmente, la sensation d'autosuffisance s'érode de plus en plus. Contrôler l'extérieur est une illusion qui ne fait que multiplier la frustration. La racine de ce conflit est psychologique, pas circonstancielle. L'impulsion de surveiller, de corriger et de forcer ne naît pas du désir d'améliorer, mais de la peur de l'imprévisible. C'est une sorte d'assurance émotionnelle mal conçue. Nous cherchons des garanties à l'extérieur parce que nous ne faisons pas confiance à notre capacité de nous adapter à l'intérieur. Et c'est là le véritable talon d'Achille. Lorsque l'accent est mis sur la manipulation de ce qui se passe à l'extérieur, personne, résultat, délai, la perception de l'agence réelle s'affaiblit, celle qui ne s'entraîne qu'en dominant ses propres réactions. C'est ici que le stoïcisme est brutalement clair. Vous ne pouvez exercer de pouvoir que sur vos jugements, vos actions, votre attitude. Le reste est un territoire étranger, et dépenser de l'énergie là-bas, c'est la perdre deux fois. D'abord, vous vous épuisez à lutter, puis vous vous frustrez parce que la réalité n'obéit pas à vos exigences. Il faut être honnête. La plupart des crises d'anxiété, d'épuisement et de déception proviennent de cette erreur de calcul. Nous confondons influence et contrôle absolu et nous devenons esclaves de variables qui n'ont jamais été les nôtres. Le véritable contrôle interne ne consiste pas à se protéger de la vie, mais à développer la capacité de répondre avec clarté et équilibre à tout ce qui arrive. Cela, et rien d'autre, est la liberté émotionnelle. Contrôler l'interne, c'est choisir quelle pensée nourrir, quelle bataille mérite votre énergie, quelle blessure il faut lâcher parce qu'elle n'apporte plus rien. Ce n'est pas de la résignation, c'est une stratégie lucide. La paradoxe est frappant. Plus vous investissez dans le façonnement de l'extérieur, plus vous perdez le contrôle sur vous-même. Le véritable pouvoir est silencieux, invisible. Il se manifeste chez ceux qui ne réagissent pas au moindre stimulus, chez ceux qui peuvent rester calmes, tandis que l'environnement s'agite. C'est la différence entre vivre en mode défensif et vivre avec une autorité interne. Ce que vous contrôlez à l'extérieur est temporaire. Ce que vous maîtrisez à l'intérieur demeure. Au final, ce qui vous définit n'est pas ce qui se passe, mais comment vous répondez. L'esprit discipliné est le plus grand des refuges. Si vous cherchez la sécurité, commencez à la construire dans votre propre jugement. Tout le reste n'est qu'un décor. 4. Moins d'anxiété, plus de clarté mentale. Un esprit saturé d'anxiété ressemble à un pare-brise recouvert de boue. Peu importe à quelle vitesse tu vas, peu importe combien tu essaies d'avancer, tu ne fais que voir des formes floues et réagir trop tard à ce qui compte. Les pensées courent d'un côté à l'autre, tourbillonnent dans une sorte de trafic mental qui ne se dégage jamais, et chaque décision semble être un coup à l'aveugle. Tu le ressens dans le regard qui bouge de manière agitée, dans les doigts qui tambourinent sur la table, dans la façon dont le corps se tend sans qu'on lui demande. C'est ainsi que l'anxiété sabote la clarté. Elle cache l'essentiel derrière un rideau d'urgence, de doutes répétés et de scénarios qui ne se réaliseront probablement jamais. C'est comme essayer de déchiffrer une carte avec des mains tremblantes. Tout devient plus difficile, plus confus, plus épuisant. Lorsque tu parviens à réduire cette anxiété, même un peu, la différence est brutale. Le monde extérieur ne se transforme pas, mais ce que tu en vois change. Les détails sautent aux yeux.
Les gestes des autres deviennent plus nets. Les opportunités ne passent plus inaperçues. La clarté mentale n'est pas un cadeau, c'est une conséquence directe de baisser le volume interne. Tu l'expérimentes en remarquant le poids des épaules se relâcher, en entendant ton propre pouls devenir plus calme, en sentant ta respiration descendre jusqu'à l'abdomen et ne pas rester coincé dans la gorge. C'est dans ces moments que tu comprends que la précipitation mentale ne fait que disperser ton énergie et te laisse vulnérable à l'erreur. En revanche, le calme est comme affiner le focus d'une lentille. Tout devient plus précis, moins réactif, plus réel. Nous avons tendance à croire que plus nous sommes anxieux, plus nous serons préparés à l'inattendu. Mais la vérité est que l'anxiété est le pire conseiller. Elle te fait voir des menaces, là où il n'y a que des possibilités. Elle te pousse à agir par réflexe et non par conviction. Les meilleures décisions ne viennent presque jamais de l'urgence. Elles surgissent lorsque tu laisses de l'espace pour que les idées se posent et que le panorama s'éclaircisse. C'est pourquoi moins d'anxiété signifie plus d'accès à ta propre intelligence. C'est dans la pause que viennent les solutions qui ne se présentent jamais sous la contrainte. L'esprit tranquille voit ce que l'esprit tendu déforme. Permets-toi de t'arrêter, même si la pression extérieure crie le contraire. Le véritable progrès se fait lorsque tu peux voir de face ce qui est devant toi, sans le filtre de l'urgence, ni le bourdonnement de 1000 préoccupations poussant derrière. Car la sérénité n'éteint pas le feu de la vie, elle le dirige. Plus de calme, plus de clarté. Moins d'anxiété, plus de pouvoir réel. Ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie appliquée. 5. Repose-toi pour avancer avec sens. Se reposer n'est pas une récompense, c'est une exigence si tu veux avancer avec sens. Celui qui le voit comme un luxe finit par payer cher son arrogance. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses. Si tu continues à croire que l'épuisement constant est un symbole d'engagement, tu te sabotes en silence. La culture de l'épuisement te vend l'idée que s'arrêter te rend faible, que se reposer est pour les tièdes, que tu dois serrer les dents et continuer même si ton corps et ton esprit te crient de t'arrêter. Ce récit est un poison lent. La vérité est autre. Seul celui qui s'arrête pour récupérer de l'énergie peut avancer avec force réelle et clarté. Les autres ne font que pousser leur propre fatigue jusqu'à l'effondrement. Ne confonds pas l'épuisement avec le mérite. Tu n'es pas plus précieux parce que tu dors moins, parce que tu remplis ton agenda à craquer ou parce que tu te vantes de ne pas avoir de temps pour toi. C'est de l'orgueil bon marché, pas de la grandeur. La fatigue accumulée ne te rend pas meilleur. Elle te rend simplement moins lucide et plus réactif. Je te le dis sans détour. Personne ne va t'applaudir pour devenir invisible sous la montagne de tâches que tu as choisi de porter. Arrête d'idolâtrer les martyrs de la productivité. Il n'y a pas de gloire à se détruire lentement. Le repos n'est pas seulement une récupération physique, c'est une réinitialisation mentale, un investissement direct dans ta capacité de réponse. Quand tu te refuses cette pause, quand tu fonctionnes à la limite, ta perception se déforme et tu perds le véritable sens de ce que tu fais. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions si tu n'opères que depuis l'urgence et la fatigue. Le repos est une déclaration d'intelligence et de respect de soi. Si tu ne le comprends pas, prépare-toi à voir ton énergie se fragmenter et tes objectifs perdre de leur direction. Veux-tu vraiment avancer ? Apprends à t'arrêter avant de te briser. Celui qui ne se repose pas n'est pas fort, il est naïf. Ton esprit ne peut pas créer, voir des opportunités ou résoudre des problèmes si tu le soumets à une pression constante. L'épuisement chronique te rend prévisible, réactif, incapable de t'adapter. Celui qui sait s'arrêter à temps est celui qui peut se ressourcer et revenir plus concentré. Il ne s'agit pas de paresse, il s'agit de stratégie. Se reposer est le filtre qui sépare le mouvement inutile de l'avancement réel. Les stoïciens le savaient, le loisir conscient, la pause délibérée sont une tactique pour revenir au centre et voir la réalité sans la distorsion de la surcharge. Si tu ne te permets pas cet espace,
le sens de ton effort se dilue et tu finis par devenir esclave de ton propre agenda. Repose-toi pour choisir, pas pour fuir. Repose-toi pour pouvoir te soutenir quand le véritable défi arrivera. Se reposer, c'est avancer. C'est la ligne que la plupart ne comprennent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 6. Ton énergie attire plus que tes mots. La réalité est dure. Tu peux dire ce que tu veux, répéter des discours de confiance ou réciter des phrases motivantes, mais au final, ce que tu projettes vraiment ne vient pas de ta bouche, mais de ton état intérieur. Il y a une énergie qui se transmet avant même que tu ne prononces un mot, et cette énergie est impossible à feindre. Tu peux essayer de convaincre le monde que tu es fort, serein et sûr de toi. Mais si à l'intérieur de toi, ce qui prédomine est la fatigue, l'anxiété ou la peur de l'échec, c'est cela que les autres perçoivent, même s'ils ne le comprennent pas de manière consciente. Ce n'est pas un mystère ésotérique ni de la spiritualité bon marché. C'est de la psychologie de base. Ta tension interne se filtre dans tes gestes, dans le rythme de ta voix, dans la manière dont tu écoutes ou interromps, dans la façon dont tu maintiens le regard ou évites le contact. Rien ne révèle plus ton monde intérieur que la qualité de ta présence. C'est la véritable monnaie avec laquelle tu négocies chaque opportunité, chaque lien, chaque résultat. Ce qui est le plus inconfortable à accepter, c'est que tu peux t'efforcer pendant des années de peaufiner ton discours, d'apprendre des stratégies de communication, de t'entourer de techniques pour faire bonne impression. Mais si tu n'ajustes pas l'énergie que tu dégages, tu obtiens seulement un vernis superficiel qui se fissure sous la première pression. L'esprit anxieux se trahit dans le corps agité et dans l'impatience. L'insécurité se manifeste dans les silences forcés, dans la tendance à te justifier pour tout, dans l'urgence de remplir chaque vide avec des mots inutiles. Peu importe comment tu le déguises, ce que tu n'as pas résolu à l'intérieur finit par saboter ce que tu essaies de construire à l'extérieur. Il n'y a pas de raccourci, le calme ne peut pas être feint, la confiance ne s'improvise pas, le respect ne se demande pas, il émane. Ton énergie arrive avant tes idées. Il y a un piège habituel, penser que être plus persuasif, plus charismatique, plus positif suffit à attirer de meilleures situations. Mais la vérité est que les gens réagissent aux états émotionnels plus qu'aux mots. Ils détectent, même s'ils ne savent pas l'expliquer, si tu es dans le manque ou dans l'abondance, si tu t'approches par besoin ou par liberté. Et pas seulement les gens, les situations, les opportunités, même les résultats tendent à s'aligner avec le niveau à partir duquel tu opères. L'anxiété repousse, le calme attire. La peur te met en mode défense, la sérénité te rend magnétique. Il n'y a pas moyen de tromper la vie là-dessus, c'est brutalement honnête. Tu ne peux attirer que ce que tu cultives déjà intérieurement. Si ton énergie est de rareté, tout autour de toi te le rappellera. Si ton énergie est de calme et de certitude, même les défis deviennent plus gérables. Il ne suffit pas de vouloir, il faut maintenir une présence qui le permette. Le corps et l'esprit ne mentent pas. Change d'abord ton énergie, puis change ta réalité. Ce que tu irradies pèse plus que ce que tu déclares. C'est la véritable influence. 7. Savoir recevoir est une compétence essentielle. On te propose de l'aide avec les sacs au supermarché et ton premier instinct est de la refuser. Quelqu'un te fait un compliment sincère et tu le minimises, disant que ce n'est pas grand-chose. Un ami insiste pour t'inviter à un café et ta réponse automatique est de chercher ton portefeuille, comme si accepter était un fardeau ou une dette gênante. Il y a un schéma là-dedans. L'inconfort face à l'acte de recevoir, la tendance à bloquer tout ce qui ne vient pas de nos propres efforts ou de notre contrôle. On nous a appris, presque sans s'en rendre compte, à ne valoriser que ce que nous obtenons par la force, comme si accepter quelque chose qui arrive sans lutte était un signe de faiblesse ou de dépendance. Et c'est là que commence le problème, car rejeter ce que la vie t'offre est une forme silencieuse d'auto-sabotage. En analysant cette réaction, ce qui apparaît est un mélange de fierté mal placée et de méfiance. La fierté te fait sentir que tu ne mérites rien, que tu n'es pas combattu jusqu'à l'épuisement.
La méfiance te murmure que tout cadeau cache un piège, que ce que tu ne contrôles pas peut se retourner contre toi. Le résultat pratique est que tu fermes les portes aux opportunités, au soutien et même aux petits plaisirs qui pourraient alléger ta journée. Savoir recevoir n'est ni de la passivité ni de la commodité. C'est reconnaître la valeur de l'ouverture et de l'humilité. L'autosuffisance absolue est une fantaisie qui ne conduit qu'à l'épuisement et à l'isolement. La vie ne fonctionne pas comme un système de récompense strictement proportionnel à l'effort. Souvent, le meilleur arrive par des voies inattendues, et seul celui qui est ouvert peut en tirer parti. Si tu examines la racine de ce sujet, tu remarqueras qu'au fond de l'incapacité à recevoir se cache la peur. La peur de rester redevable, de perdre le contrôle, de t'exposer à une éventuelle déception. Mais cette peur agit comme un filtre qui déforme la réalité et limite ta croissance. La paradoxe est que plus tu bloques la possibilité de recevoir, plus le chemin devient difficile. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre, mais d'entraîner une disposition mentale qui te permette de reconnaître et d'accepter ce qui arrive sans résistance inutile. Recevoir est aussi une compétence stratégique. Cela élargit ton réseau de ressources, enrichit ton expérience et te permet d'avancer avec moins d'épuisement. L'humilité d'accepter ne te diminue pas, elle te multiplie. Laisser entrer le bon est aussi important que de s'efforcer de l'obtenir. La clé est d'ajuster ce mécanisme interne qui rejette par principe. Demande-toi combien de fois au cours de la dernière semaine tu as bloqué un soutien, une opportunité ou même un mot aimable, juste parce que tu as ressenti que tu ne l'avais pas mérité. C'est là le véritable travail. Désactiver le réflexe de rejet et entraîner l'ouverture. Souviens-toi de ceci, ce que tu ne reçois pas, tu le perds doublement. Savoir recevoir est une force, pas une faiblesse. Celui qui apprend à ouvrir la main apprend aussi à multiplier ce qu'il a. 8. Lâcher prise sur les attentes ouvre de nouvelles opportunités. Je vais être brutalement honnête. Je me suis surpris moi-même de nombreuses fois à fabriquer un scénario mental sur la façon dont les choses devraient se dérouler, anticipant des réponses, des résultats, jusqu'à des gestes des autres. Je peux être assis devant une table, attendant que l'autre personne dise ce que j'imagine, ou regardant mon téléphone en attendant un message qui, dans ma tête, a déjà même les mots exacts. C'est épuisant, mais nous le faisons presque sans nous en rendre compte. Nous remplissons l'espace avec des attentes, comme si cela pouvait nous protéger de la déception ou nous assurer une petite dose de contrôle. Et il ne faut pas longtemps pour que la frustration arrive, car la vie n'est pas une pièce de théâtre écrite par nous. Les gens réagissent différemment. Les plans ne suivent pas le scénario et ce que vous attendiez ne se produit pas toujours. Ce qui est curieux, c'est qu'à ces moments-là, le corps réagit. Muscles tendus, regard fixe, cherchant des signes qui confirment ce que l'on attend. Poitrine un peu serrée. C'est cette rigidité invisible qui commence à te fermer des portes, à limiter des possibilités que tu ne vois même pas parce que tu es seulement concentré sur la réalisation de ton script. C'est le piège de l'attente. Au lieu de t'ouvrir à ce qui peut surgir, tu deviens une version rigide de toi-même, incapable de t'adapter. Tu le remarques dans les petits détails. Le geste maladroit quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, la hâte de corriger ou d'expliquer, la résistance presque automatique à l'inattendu. Le problème n'est pas seulement mental, il est physique. Cette tension s'installe dans la mâchoire, dans les poings serrés, dans la voix qui devient moins naturelle. Et plus tu t'accroches à ce que cela devrait être, moins tu laisses d'espace pour ce qui peut arriver. C'est comme si tu étais tellement occupé à défendre tes scénarios que tu passes à côté de l'opportunité réelle que la situation t'offre. L'attente est un filtre. Elle déforme ce que tu vois et ce que tu reçois. Lâcher prise sur les attentes n'est pas se résigner, c'est se libérer. C'est cesser de vivre sur la défensive, de demander à la réalité de s'adapter à tes plans et commencer à te déplacer avec ouverture. Quand tu le fais, tu remarques une différence tangible. Ton corps se détend, la conversation coule, les solutions apparaissent là où il n'y avait auparavant que de la résistance. Ce qui semblait être une déception est parfois juste une autre forme d'opportunité.
Mais pour le voir, il faut lâcher le contrôle et regarder ce qu'il y a vraiment devant soi, pas ce que tu veux qu'il y ait. La flexibilité est une force, la rigidité est un épuisement. S'ouvrir au nouveau n'est pas de la passivité, c'est une stratégie active. J'ai appris que les meilleures opportunités arrivent par des chemins que je n'aurais jamais anticipés. Quand tu cesses d'exiger à la vie qu'elle réponde à tes attentes, la vie te répond avec des possibilités que tu n'aurais même pas imaginées. Ce que tu attends te enferme, ce que tu reçois t'élargit. C'est la phrase que je veux que tu retiennes. Laisse de l'espace dans ton agenda mental pour l'inattendu. C'est là où se trouve souvent la valeur. Quand tu lâches le script, la vie improvise quelque chose de mieux. 9. Se détendre est une décision stratégique. La tension dans laquelle tu vis est comme un poing fermé. Plus tu serres, moins le sang circule, plus tes doigts s'engourdissent, plus tu deviens inutile même pour les tâches les plus simples. Quel sens cela a-t-il d'avancer dans la vie ainsi, accroché à tout, te durcissant de l'intérieur comme de l'extérieur, croyant que cette rigidité va te sauver de quelque chose? Se détendre n'est pas un luxe, ni une faiblesse, ni une pause pour ceux qui ont déjà accompli ce qu'ils devaient accomplir. Se détendre est une décision stratégique et, si tu refuses, ce n'est pas parce que tu es fort. C'est parce que tu as peur de perdre le contrôle que, en réalité, tu n'as jamais eu. Arrête de déguiser ton obsession pour la responsabilité. Ce discours de « si je ne me pousse pas, je stagne » n'est que l'excuse parfaite pour continuer à alimenter une anxiété qui te dévore la vie et te vole ta présence. Il n'y a rien d'admirable à vivre sur la défensive, à être toujours en alerte, à tendre les muscles chaque fois que la vie ne répond pas à tes instructions. C'est de l'épuisement, pas du leadership. C'est de l'insécurité, pas de la discipline. Si tu penses que seuls les faibles se permettent de baisser la garde, tu te mens. La véritable autorité se manifeste chez ceux qui peuvent relâcher leur corps et leur esprit au milieu de la pression, tout en restant concentrés. Ne confonds pas tension et engagement. Celui qui ne sait pas se détendre finit par payer le double. D'abord pour l'épuisement physique, puis pour le blocage mental qui le rend aveugle aux opportunités évidentes. L'anxiété chronique ne te rend pas plus productif. Elle te transforme simplement en un esclave efficace de l'urgence. Et c'est ici que ça fait le plus mal. Tout ce que tu refuses de lâcher finit par te contrôler. Tout ce que tu tentes de forcer finit par te briser. Se détendre est en réalité un acte de rébellion contre la culture de l'épuisement. C'est la décision consciente de ne pas laisser la précipitation des autres dicter ton rythme, de ne pas te soumettre à la dictature de l'immédiat. Fais l'expérience. Observe comment ta perception change lorsque tu décides, ne serait-ce que pour un moment, de relâcher les épaules, de respirer profondément et d'observer sans la pression de tout résoudre immédiatement. Tu verras que le monde ne s'effondre pas, que le respect ne se perd pas, que ta valeur ne disparaît pas simplement parce que tu ne cours pas. Au contraire, tout ce qui est important devient plus clair et accessible. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est de la précision. L'anxiété ne fait que disperser ton énergie. La détente la concentre là où elle est vraiment nécessaire. Si tu ne peux pas te détendre, tu n'es pas fort. Tu es juste accro au drame de ton propre esprit. Assez d'excuses. Choisis de lâcher prise. Choisis de relâcher le poing. Le véritable pouvoir est le calme maintenu au milieu du mouvement. Moins de tension, plus de résultats. C'est le mouvement de ceux qui avancent vraiment. 10. Fais confiance au processus, pas à la précipitation. La précipitation est le déguisement préféré de la peur. C'est aussi simple que brutal. Derrière chaque impulsion de tout résoudre tout de suite, d'anticiper chaque détail et de pousser le temps en avant, se cache une profonde méfiance envers le processus même de la vie. Ce n'est pas facile à admettre, car nous avons tous été entraînés à associer lenteur avec échec, pause avec insécurité et patience avec faiblesse. Mais la vérité est que la précipitation n'a jamais été synonyme de véritable avancement. C'est juste le besoin d'anesthésier le vide de l'incertitude. Le mécanisme est presque automatique. Quand tu sens que quelque chose ne bouge pas au rythme que tu décides,
L'esprit commence à construire des scénarios de perte et d'urgence, réclamant des solutions immédiates par peur que l'incertitude te laisse sans fondement. C'est là que tu es piégé dans le cercle vicieux. Plus tu veux accélérer, plus tu deviens maladroit, plus tu commets d'erreurs, moins tu vois. Au fond, la précipitation est le déni de la confiance. C'est l'incapacité de tolérer le processus naturel de maturation des choses, comme si tout devait répondre à tes temps et attentes, comme si la vie dépendait exclusivement de tes calculs et de ton contrôle. Ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est que la véritable croissance se produit dans des délais que tu ne peux pas forcer. Il y a une anxiété installée qui te fait sentir constamment en retard, comparant ton parcours à celui des autres, comme s'il y avait une horloge invisible marquant ce que tu aurais déjà dû accomplir. Mais cette course est un piège. Chaque fois que tu choisis la précipitation plutôt que la confiance, ce que tu perds, c'est la présence. Et avec cela, tu perds la capacité d'ajuster ta perception à ce qui se passe ici et maintenant. Il est beaucoup plus facile de courir que de faire face au fait que tout ne dépend pas de ta volonté. Mais cette acceptation est le premier pas vers la liberté. Le processus n'est jamais linéaire et la plupart des avancées se produisent dans les marges, dans les temps morts, dans cet espace où tu cesses de presser et permets aux choses de mûrir à leur rythme. J'ai découvert que la véritable force est la patience active, celle qui ne s'endort pas, mais ne désespère pas non plus. Celui qui fait confiance au processus ne renonce pas et ne s'éteint pas. Il comprend simplement que la vie a ses propres mécanismes et que ta tâche est d'être préparé, pas de forcer. C'est là la différence entre vivre avec anxiété et vivre avec autorité interne. Celui qui se laisse entraîner par la précipitation devient esclave de ses peurs. Celui qui apprend à faire confiance devient maître de son temps. Ne confonds pas mouvement avec avancement. Tout ce qui s'accélère n'atteint pas nécessairement plus loin. Parfois, c'est dans le repos que le sens se révèle et que les opportunités s'alignent. Fais confiance au processus, pas à la précipitation. Ce qui est pour toi arrive quand tu cesses de le pousser. Il n'existe pas de raccourci plus sûr que la patience lucide.